Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Comédien, metteur en scène, réalisateur et écrivain, vous menez de front plusieurs carrières en travaillant parfois jour et nuit. Et cela avec une discrétion médiatique qui fait de vous un gentilhomme à la ville en permanence et à la scène aujourd'hui. Bonjour Michael Cohen. Bonjour Jacques. C'est vrai que le bourgeois gentilhomme est à l'affiche au Théâtre Antoine. On va en parler tout à l'heure, mais de toute votre actualité, parce que vous avez fait plein de choses et vous en faites plein. Le principe des clés d'une vie que vous connaissez, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Tout à fait. Et je dois vous dire que j'apprends un petit peu parce que je ne regarde pas beaucoup en arrière. Donc j'ai hésité ce matin à réviser sur ma vie et je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire un peu à l'instinct et voir ce qui me revient, ce qui me revient pas. Oui, mais de toute façon, j'ai tout préparé. Bon, d'accord. Et j'ai parcouru votre vie de A à Z. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 19 septembre 1991. C'est votre première télé. Vous êtes sur France 3 et il y a une séquence avec Francis Huster, Didier Bravo, Bruno Guillot, Alexandra Merkouroff dans Puzzi. Ah, c'est magnifique. Et vous jouez une scène de Puzzi avec Huster qui la commente. Tout à fait. Je ne m'attendais pas à ça directement parce qu'effectivement, c'est le début de ma carrière. Et je suis très heureux que vous parliez de Francis Huster parce que c'est lui le premier qui m'a donné ma chance au théâtre, dans un théâtre professionnel, à savoir le Théâtre Antoine, où je m'y retrouve quelques années après. Puzzi était une pièce merveilleuse, où Francis, comme il faisait souvent à l'époque, prenait des élèves qui sortaient du cours Florent, donc il y avait aussi Christiana Realis, et c'est à partir de cette pièce que leur histoire d'amour a commencé, d'ailleurs, j'en étais le premier témoin, et Francis aimait prendre des élèves qui sortaient du cours et leur donner leur chance, et c'est vrai que il m'a donné la mienne dans un théâtre magnifique tenu à l'époque par Daniel Darès et Elena Bossis, que je salue d'où ils sont, et avec un rôle magnifique et une pièce qui parlait de l'écrivain Gustave Mahler qui avait perdu sa petite fille qui s'appelait Puzzi et qui se posait beaucoup de questions existentielles. C'était une pièce importante, profonde, très forte, qui a été vue à l'époque par beaucoup de monde, tout Paris, enfin pas tout, le tout Paris comme on dit, en tout cas pour moi ça me semblait être le tout Paris, peut-être que c'était qu'une partie du tout Paris, mais ça a été un moment très important de ma vie, oui. Il se trouve en plus que Gustave Mahler, qui est un musicien très sérieux, ce qu'il a préféré dans sa vie, c'est La Veuve Joyeuse, qu'il a vu un soir au théâtre. Alors, il a joué la partition en rentrant chez lui au piano, mais il y avait un moment qu'il n'arrivait pas à prendre, à retrouver. Il est allé discrètement le lendemain avec sa femme dans une boutique pour voir la partition, pendant que sa femme parlait, parce qu'il n'osait pas dire qu'il aimait La Veuve Joyeuse. Ah oui, oui, oui. C'est extraordinaire. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais souvent les acteurs dits dramatiques sont très drôles dans la vie, puis les acteurs dits comiques sont plutôt sombres dans la vie. Il y a souvent des paradoxes comme ça dans nos métiers. Exactement. Louis de Funès était un paradoxe. Il riait avec quelques copains comme Galabru, mais sinon ça marchait pas du tout. Alors, il se trouve que Huster était un passionné de théâtre. Moi, je me souviens de l'époque où il dormait dans les théâtres. Il avait un pyjama sous son costume. Je sais pas si vous le savez, Michael Cohen. Bien sûr, bien sûr. Et il changeait de costume et de pyjama en même temps. Non mais Francis Huster, donc moi je suis rentré au cours Florent quand j'avais 15 ans, et à l'époque Francis Huster c'était vraiment c'était DiCaprio mélangé à Alain Delon, à Al Pacino. Enfin pour nous c'était vraiment un dieu vivant, et quand on rentrait au cours Florent on n'avait qu'un rêve, qu'une envie, c'était de pouvoir suivre ses cours, le rencontrer, etc. Et à l'époque il était très 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 passionné et énormément dans la transmission, et donc c'est vrai que c'était une légende, et on connaissait ces légendes qui n'avait pas d'appartement, qui dormait avec son pyjama, qui errait jour et nuit en disant ses textes, etc. Et tout ça est plus ou moins vrai et faux, mais comme on dit, voilà, parlons vrai à Sud Radio, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais ce que j'aime, c'est que dans ma tête, c'est vrai. Il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait. Oui. Je peux vous dire, il avait un studio, et dedans, il n'y avait rien à part un écran de télévision pour regarder les matchs de football. Ah oui, ça, c'est vrai que quand on jouait Puzzi, il regardait les matchs. Il avait deux passions, les matchs et les glaces. Donc, il achetait des glaces et il regardait les matchs. Et c'est quelqu'un de passionnant, de très généreux. Vous me parlez de lui, donc je pense aussi forcément à François Florent, et ce sont des personnes qui nous ont donné beaucoup, moi et d'autres, parce que on est toute une génération à être sortie du cours Florent, notamment mon ami Jean-Paul Rouve, avec qui je joue en ce moment dans Le Bourgeois Gentilhomme, et on leur doit beaucoup à ces deux hommes-là qui ont été très importants.
Alors, votre passion, c'est le théâtre dès vos jeunes années, Michael Cohen, et vous la viviez entre Maison Lafitte, où vous êtes né, et Sartrouville, où vous avez habité, je crois. Je suis né à Maison Lafitte et j'ai grandi à Sartrouville et ensuite un peu à la Garenne-Colombe, enfin Sartrouville et Garenne-Colombe, ouais, où donc j'étais dans un milieu qui n'avait rien à voir avec ce métier. Mes parents n'étaient pas du tout là-dedans. En immobilier, je crois. Mon père était agent immobilier, ma mère femme au foyer, comme on disait à l'époque, et moi j'étais pas très heureux dans ma vie et je cherchais un échappatoire, j'espérais un échappatoire, je rêvais d'un échappatoire. Et malgré le fait que j'étais assez timide, pas très bien dans ma peau, j'ai eu une révélation comme on peut avoir à 13 ans, comme on peut avoir une révélation quand on veut rentrer dans les ordres, par exemple. J'ai su que j'allais être comédien, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'allais beaucoup au cinéma, pas au théâtre, mais beaucoup au cinéma. Je regardais beaucoup de films, des films pour mon âge qui étaient un peu décalés. Je regardais les films de Piala, de Truffaut, de Sauté à 11, 12, 13 ans. Et j'étais passionné, je comprenais pas tout, mais j'avais envie d'être dans ces films, j'avais envie de vivre ces histoires. Et donc, à 13 ans, je me suis dit que j'allais être comédien. Et à 15 ans, j'ai osé franchir les portes du cours Florent. Oui, mais alors justement, il y a une rencontre avec une amie qui vous a emmené, je crois, au cours Florent, au cours d'initiation, Michael Cohen. Exactement. J'avais une amie qui était dans ces cours-là et qui me dit un jour, mais viens essayer. J'avais peur. Encore une fois, je savais pas si j'étais fait pour ça. Je savais pas si j'allais trouver ma place. Bon, bref, en tout cas, là, elle m'a pris par la main, elle m'y a amené. Je suis arrivé, d'abord très timide, et puis à un moment donné, le professeur, c'est un professeur qui s'appelait Olivier Médicus, qui est parti aussi, m'a dit, monte te présenter. Je suis monté sur scène, j'ai commencé à me présenter, et sur scène, je me suis senti à ma place, chez moi, et je voyais que les gens m'écoutaient, j'arrivais un peu à faire rire, à sourire, et je me suis dit, ah bon, bah voilà, ça y est, j'ai trouvé ma maison. Il y a un autre exemple illustre comme vous, c'est Jean Le Poulain. Il joue au rugby un soir à Toulon, la balle sort du terrain, il traverse la rue, il tombe sur un copain, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je vais au cours de théâtre. Il l'a suivi avec le ballon et en tenue de rugbyman, il a eu le coup de foudre, il est monté sur scène et on connaît la suite. Magnifique, on connaît la suite. D'ailleurs, il a joué le bourgeois gentilhomme. Jean Le Poulain. Exact. Oh, il a tout joué. Ouais. Alors, ça se passe tellement bien, ces cours d'initiation, que vous allez commencer à venir dans les cours réservés aux adultes. Exactement. En fait, les cours d'initiation jeunes, c'était des cours qu'on prenait le mercredi et le samedi. Il y avait notamment, par exemple, Isabelle Carré. Il y avait quelques jeunes acteurs qui sont aujourd'hui confirmés. Et sauf que moi, j'étais tellement passionné par ça que je m'arrangeais pour aller toute la semaine dans les cours du soir à 19h, etc. Alors autant vous dire que mes études sont passées complètement à côté. J'ai raté mon brevet des collèges, mon BEPS 2 fois, et mon bac aussi, oui, d'ailleurs. Mais en revanche, j'ai lu plus que peut-être n'importe. J'ai lu tout le théâtre classique, moderne. Je me suis construit, je me suis instruit grâce à ces cours-là. Pas l'école normale, mais l'école de théâtre. Et je dois dire que je pense que j'ai autant appris que si j'avais été plus assidu à l'école dite normale. Oui, mais devenir comédien, finalement, c'était pas une question de survie, c'était une question de vie pour vous, Michael Cohen. Tout à fait. C'était la mort ou la vie. J'ai choisi la vie, oui. Et le seul examen que vous avez réussi dans ces jeunes années, je crois, c'est l'entrée à la classe libre de François Florent. Exactement. Et ça a été une grande fierté. Ça a été une grande fierté parce que c'était la première fois qu'on me disait, on me tapait sur l'épaule en me disant tu peux continuer, parce que c'est vrai que je doutais comme bout de coup, et je doute encore, mais c'est vrai que ces reconnaissances-là vous aident. D'ailleurs, au cours Florent, chaque année il y avait des remises de prix aussi, comme un peu les Molières, qui s'appelaient les Jacques à l'époque. Et François Florent m'a donné un prix pour une pièce que j'avais écrite et dans laquelle je jouais. Et c'est des choses vraiment qui m'ont vraiment donné de la force pour la suite. Et en même temps, vos parents le prenaient bien ? Ma première pièce que j'ai écrite, que j'ai joué au cours Florent, elle s'appelait Suicide avec un S, oui. Pièce en 3 tentatives. Je crois qu'ils ont eu peur. J'écoutais Léo Ferré à fond, etc. Ils comprenaient pas ce que je faisais. En fait, ils savaient pas trop. Ils étaient eux-mêmes dans des problématiques personnelles qui faisaient que ils savaient pas trop. Et moi, j'étais dans une fuite, et eux certainement aussi. Bon, on était chacun dans nos mondes. Et un jour, effectivement, ils sont venus voir cette pièce que j'ai montée au cours Florent, qui m'avait valu ce prix.
Et au début, ils avaient très peur parce que donc ça parlait de suicide. Mais en fait, c'était plutôt une comédie de quelqu'un qui voulait se suicider par amour et qui demandait au public de l'aider à aller mieux. Et oui, ils ont été ensuite rassurés. Et puis voilà. En fait, j'ai jamais eu ce problème d'avoir des parents qui me disaient ne fais pas ce métier ou passe ton bac d'abord parce que heureusement, malheureusement, ils avaient d'autres problèmes. Donc ils m'ont laissé faire. S'ils m'avaient empêché, de toute façon, je l'aurais quand même fait. Et d'ailleurs, j'ai même passé mon bac en candidat libre, que j'ai raté, mais j'ai passé un bac théâtre, j'ai eu des très bonnes notes en théâtre, et c'est ma fierté. Voilà. Et parmi vos condisciples, je crois qu'il y avait Édouard Baird, il y avait les futurs Robin des Bois. Exactement. Là aussi, c'est une génération qui a contribué au théâtre et à l'humour. Exactement. Alors, on a eu la chance, et je la souhaite à tout le monde, d'avoir comme illustre professeur Isabelle Nanty, avec qui j'ai fait plusieurs spectacles aussi par la suite, et qui a révélé toute une génération d'acteurs et d'actrices. On en parle souvent, on la cite souvent parce qu'elle nous a... elle n'était pas beaucoup plus âgée que nous, hein, elle avait entre 5 et 8 ans de plus que nous. Elle commençait elle aussi dans le métier, elle avait travaillé beaucoup avec Francis Huster, etc. Mais elle savait révéler qui on était, elle voyait qui on pouvait être, ou qui on était, qui on n'osait pas encore être, et elle nous a ouvert à nous-mêmes. Et on lui rendra jamais assez hommage, et je l'embrasse très fort parce que je pense beaucoup à elle en ce moment, oui. Et puis, justement, le théâtre, ça a été le point de départ. Il y a eu ensuite le cinéma. Et on va l'évoquer à travers la date du 6 février 1991. À tout de suite sur Sud Radio avec Michael Cohen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michael Cohen. Nous parlerons tout à l'heure du Bourgeois gentilhomme que vous jouez avec Jean-Paul Rouve au Théâtre Antoine et puis d'autres activités télévisées que vous avez. On en revient à une date de votre parcours qui a été importante. Bon, on sait que les débuts, ça a été le théâtre et le cours Florent. Le 6 février 1991 sort ce film. Je veux savoir où et à quelle heure il aura lieu. Opération Corned Beef. Alors, histoire, je rappelle, c'est un agent secret qui va tenter de démanteler un réseau international de trafic d'armes avec l'aide d'un psychologue d'entreprise qui a un fort ses moyens. Et je crois qu'une des scènes, on voit le président de la République mais de dos, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bien sûr. Et je crois que le réalisateur a fait un casting de crâne pour trouver le bon président. C'est bien possible. Et je crois que je me demande si c'est pas Yves Lecoq ou Didier Gustin qui avait imité François Mitterrand. Alors, je vais vous raconter rapidement parce que c'est... Ah, mais c'est une histoire extraordinaire parce que c'est vraiment, là, une surprise pour vous. Ah, totalement. En fait, j'ai pas de très bons souvenirs à l'école dite normale, mais j'ai quelques bons souvenirs, quelques belles rencontres. Et notamment une rencontre, quand j'ai 14 ans, je rencontre le fils de Jean-Marie Poiret. On se retrouve dans la même classe. Jean-Marie Poiret, qui est le réalisateur d'Opération Corned Beef. Et je suis le seul parmi toute l'école à connaître la filmographie déjà entière de Jean-Marie Poiret. Retour en force, Les petits câlins, Les hommes préfèrent les grosses, Le Père Noël est une ordure. Papy fait de la résistance. Jusqu'à là, on était à Papy fait de la résistance. Et on a un coup de foudre amical avec ce garçon qui s'appelle Acharguine Poiret. Et on devient très, très amis. Moi, je sais plus ou moins que je vais être comédien, mais j'ai 14 ans, c'est vraiment très très flou, mais en revanche je suis passionné de cinéma et je lui parle des films de son père, etc. Et donc on devient amis, puis je rencontre son père, etc., qui me fait faire de la figuration dans Mes meilleurs copains, qui est un film culte, et puis arrive mes 18 ans et je suis déjà au cours Florent et là je commence à m'assumer et m'affirmer et il me propose d'être stagiaire à la régie sur Opération Corned Beef, qui est un film incroyable avec Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier, etc., qui est un gros film. Et moi je trouve ça génial et bien sûr j'y vais et j'apprends ce métier à travers la régie. C'est-à-dire que vous êtes là du matin au soir. Du matin au soir, avant tout le monde et après tout le monde. Et vous faites tout sur le plateau, tout ce qu'on vous demande. Tout. Et j'adore ça parce que c'est, en fait, être à la régie, ça vous permet d'être à tous les postes. Je ramenais les comédiens, où j'allais les chercher, je préparais les tables de maquillage, coiffure, etc. J'allais chercher les pains au chocolat à 6h du matin. Justement, vous aviez trouvé une boulangerie qui faisait les meilleurs pains au chocolat évoqués dans cette chanson. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe.
J'adore cette chanson. Vous savez d'où ça vient le pain au chocolat? Eh ben, ce sont deux Autrichiens, August Zang et Ernest Schwarzer, qui ont fait une version au chocolat du croissant qu'ils vendaient dans leur boutique à Paris, une boutique viennoise. Et c'est comme ça que le pain au chocolat est né entre 1837 et 1839. Et alors comment ils appelaient ça? Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Ah bon, bah voilà, on est bien d'accord. Le débat est réglé alors. Le débat est réglé. Alors, il se trouve donc que vous faites tout et que vraiment, non seulement vous apprenez, mais vous êtes heureux dans cet univers. Je suis totalement heureux et puis je comprends en fait comment fonctionne un plateau de tournage. C'est là où j'ai pratiquement tout appris sur ce métier, enfin en tout cas par rapport au cinéma, parce que quand on fait des cours Florent ou les cours de théâtre, on sait pas comment se passe un tournage, on sait pas l'ingénieur du son, les marques, les lumières, enfin bon bref, c'est un monde, c'est un petit monde dans le monde, et donc j'ai tout appris vraiment, et j'observais, effectivement, je faisais en sorte que tout le monde soit heureux, parce qu'à la régie on amène les sandwichs, les gâteaux, et je demande à chacun qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux. Enfin bon, j'étais heureux, vraiment heureux, et puis j'écoutais aussi quand je ramenais Jean-Marie Poiret ou Christian Clavier, j'écoutais leurs conversations et je comprenais ce qu'ils disaient par rapport aux scènes. Enfin, c'était merveilleux. C'est la meilleure école. J'ai trouvé un article où Matt Damon et Ben Affleck ont démarré comme ça dans les séries télévisées comme stagiaires, et c'est comme ça qu'ils ont appris leur métier, en disant les écoles de cinéma ça sert à rien. Si on est devenu star, c'est comme ça. Oui, de toute façon, chacun a son parcours, mais c'est vrai que moi, ça m'a énormément aidé. Et donc, l'ironie du sort ou le destin ou tout ce qu'on veut, il se trouve qu'à un moment donné, il y avait un rôle pour jouer un militaire, c'était un petit rôle, mais d'un militaire qui devait venir chercher Jean Reno à l'aéroport au début du film, et l'acteur qu'ils avaient choisi ne voulait pas se raser les cheveux pour être un militaire. Moi j'ai dit, moi si vous voulez, je veux bien, ça me dérange pas de me raser les cheveux. Oui, très bien. Et du coup, ce fut mon premier rôle, ma première phrase, qui était, je crois, si je me souviens bien, c'était « Je dois vous conduire à l'Élysée, mon capitaine », ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on démarre. Hein. Exactement. De Funès aussi a démarré avec une phrase dans un film. Alors, il se trouve que, effectivement, ça vous a porté bonheur, et le cinéma, vous l'avez toujours aimé, et vous êtes éclectique, puisque vous aimez aussi bien Jean-Marie Poiret que Claude Sautet, dont vous êtes un inconditionnel, Michael Cohen. Tout à fait. Oui. Et Piala, et Rivette, oui. En fait, j'ai aucun snobisme dans le cinéma. J'ai grandi aussi comme beaucoup avec les comédies, avec Louis de Funès, avec Coluche, et aussi avec les films d'auteur. Non, j'ai aucun snobisme et j'ai eu la chance quand même dans ma carrière de pouvoir naviguer entre les deux. Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, ça reste du divertissement. Un film de Claude Sautet, c'est un divertissement. Un film, je sais pas moi, Bienvenue chez les Six, c'est bien sûr aussi un divertissement. Mais un film de Piala, c'est un divertissement. L'art, le cinéma reste un divertissement qui fait penser, qui fait réfléchir. Donc pour moi, il n'y a aucune différence. Oui, et en plus, vous travaillez avec des metteurs en scène prestigieux dès le début. Je crois que vous avez tourné avec Lelouch dans Les Misérables. Le rôle de Marius, c'est quand même pas n'importe quoi. Oui, vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé? En fait, donc Claude Lelouch me voit dans la pièce Puzzi, donc grâce à Francis Huster, et puis il fait une publicité pour la boutique blanche des Galeries Lafayette, et il auditionne quelques acteurs, dont moi. Et le thème de la publicité, on devait être dans un grand 8 d'une grande fête foraine, et je devais demander à ma compagne si elle voulait m'épouser, et sur la descente du grand 8, elle criait oui, un grand 8 comme ça. Et donc je suis pris. Je dois vous dire qu'à l'époque, je suis Claude Lelouch, je suis un fan absolu. Je connais tous ses films par cœur. Et pour moi, c'est un rêve. Et à la fin du tournage, Claude Lelouch vient nous voir en disant qu'il était ravi de cette journée de tournage. Et il me dit voilà, aussi je voulais vous dire, je vais bientôt faire un film qui s'appelle Adapté des Misérables. Toi Margot, tu vas être Cosette, et toi Michael, tu vas être Marius. Et il s'en va. Hein, quoi? et effectivement, quelques mois plus tard, on s'est retrouvés à vivre ça et à avoir comme partenaire Jean-Paul Belmondo, qui était quand même qui était mon idole, où je voyais peut-être Le Professionnel une fois par semaine, ou Peur sur la ville. Je connaissais tout, et qui a été un de mes premiers partenaires de cinéma, et un homme tellement merveilleux, délicieux, et qui était aussi dans la transmission tout le temps.
Et Claude Lelouch, d'ailleurs, a fait comme vous, il a appris son métier sur le terrain. En fait, il fait son service militaire au cinéma aux armées, il classe les boîtes dans un jour, et puis il manque quelqu'un pour faire un film à la montagne avec des gendarmes. Il a eu 200 figurants pour ce film, et ça a été ses débuts au cinéma. Mais c'est ça, en fait, ce métier, il faut travailler, et puis il faut avoir un peu de chance, être au bon moment, au bon endroit, mais il faut peut-être aussi un peu provoquer la chance, et puis il faut entendre, écouter les signes. Enfin bon, il y a plein de choses, mais c'est vrai que, comment dire, j'ai l'impression que quand on veut vraiment quelque chose, quand on veut vraiment faire quelque chose, on a des appels. Il faut savoir les voir, les entendre, être, voilà... Et vos débuts vraiment au cinéma, le premier film qui a marqué votre carrière, Michael Cohen, c'est Une vie à t'attendre de Thierry Khalifa. Et là Thierry aussi, Khalifa, oui. Ça c'est aussi quelqu'un, Thierry Khalifa, qui est important pour vous. Eh ben, c'est la deuxième personne que j'ai rencontrée à l'école. Comme quoi, faites attention aux personnes que vous rencontrez à l'école parce que ça peut changer votre vie. Donc Thierry, c'était un ami qui était on était dans la même école, mais il avait 2 ans de plus que moi. Donc lui, il était en 2 classes au-dessus. Et on se connaissait un petit peu, on se croisait, mais en fait, on n'arrêtait pas de se croiser aux mêmes séances de cinéma tous les mercredis, tous les jeudis. On séchait les cours et on avait la même passion pour les mêmes films, les mêmes cinéastes. On est devenus très très amis. Et c'est quelqu'un avec qui effectivement j'ai fait énormément de choses. Énormément de films et de pièces de théâtre aussi, qui a été très important dans ma vie, dans ma carrière. Et il y a 2 films, donc il y a eu celui-ci, Une vie à t'attendre, et Émilie est partie, où vous portez le même prénom, Julien. Tout à fait. C'est assez particulier. Et Émilie est partie est un moyen métrage avec Sandrine Kiberlin et surtout Daniel Darieux. C'est un privilège. Et il m'a donné la chance, Thierry, de danser avec Daniel Darieux dans un café. C'est un très beau court-métrage. C'est l'histoire d'un petit-fils qui a du mal à quitter sa grand-mère et qui n'arrive pas à dire à sa fiancée qui vit avec sa grand-mère. Il dit qu'il peut pas emménager avec elle parce qu'il vit avec quelqu'un d'autre, mais il veut pas dire qui. Et c'est sa grand-mère qui lui dit maintenant il faut que tu me laisses partir, etc. Enfin bon, bref, c'est un très 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 joli film. Et Daniel Darieux a quand même tourné 100 films en presque, elle est morte à 100 ans, en 70 ans de carrière. Elle était magnifique et quand on a tourné ensemble, elle avait toujours cette lumière, cette joie. Elle fumait, elle buvait, elle était... Oui, c'était une chance énorme de la rencontrer. Et puis, elle a eu une formule qui est très juste pour les comédiens. Elle a dit, si je parviens un jour au titre de grande star, bien sûr, au début, ça prouvera que j'ai bien servi le cinéma. Et servir le cinéma, pour vous, c'est important. Servir mon art, plus que le cinéma, mon métier, oui, vraiment, oui. Que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télé, c'est... on se doit de le servir. Il faut jamais oublier à quel point on a de la chance parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui aimeraient faire ça. C'est très dur, c'est un métier très dur, mais quand on le fait, quand on a la chance de le faire et qu'on nous rappelle et il faut le servir un peu comme un soldat ou comme un homme d'église, oui. Bah écoutez, nous, on a la chance de vous avoir au micro. On va donc pas vous lâcher comme ça. On va se retrouver dans quelques instants avec la date du 26 mai 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Michael Cohen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michael Cohen. On a parlé de vos débuts au théâtre et au cinéma. On parlera tout à l'heure de cette pièce, Le bourgeois gentilhomme, que vous jouez avec Jean-Paul Rouve au Théâtre Antoine, le retour aux sources. 26 mai 2010, la sortie de ce film. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me regardes bizarrement. Je voudrais que tu finisses de te brosser les dents, que tu t'en ailles. Ça commence par la fin, votre première réalisation au cinéma. Encore une nouvelle facette que vous n'imaginiez pas au départ. Non, enfin... Je me souviens plus pourquoi. Disons que c'est une façon de continuer à raconter des histoires. Parce que quand on est acteur, on raconte une histoire avec les mots des autres. Là, je raconte une histoire avec mes mots à moi. Voilà. En même temps, c'est un film très particulier puisqu'il y a deux comédiens, Emmanuel Béard et vous. Oui, je voulais faire l'anatomie d'une passion et rester justement centralisé sur ces 2 personnages qui rien autour, comme parfois ça arrive lorsqu'on est amoureux, rien autour n'existe. Et c'est vrai que j'aurais pu le faire avec d'autres comédiennes, mais il me semblait que pour jouer cette chose aussi intime, le faire avec ma femme à l'époque, était Emmanuelle, c'est ce qui donnerait le plus de véracité. C'était pourtant pas un reportage sur notre vie, mais c'était une façon d'être au plus proche de la vérité, parce que c'est ce qui m'intéresse, que ce soit au cinéma ou au théâtre, c'est d'être dans la vérité tout le temps.
Emmanuel Béard, moi je salue toujours ses débuts parce que je l'ai connu autant où Guy Béard s'occupait d'elle car elle venait du Canada. Elle a eu un mal fou à débuter. Elle s'appelait Béard, donc c'était un problème. Elle faisait des castings et ça marchait pas. Un jour, on lui propose de tourner un film avec L'amour au braque avec Zulawski. Zulawski rencontre Sophie Marceau, ça ne se fait pas. On lui propose Pirate avec Polanski. Polanski rencontre Emmanuel Seigné, ça ne se fait pas. Et finalement, elle a fait le film qui a marché, qui a été Manon des Sources et qui a changé sa vie. Oui. Après, je vois très bien ce que vous dites. Sa réussite a été assez fulgurante, parce qu'après Manon des Sources, et elle était quand même assez jeune, Manon des Sources. Donc c'est vrai que elle était prédestinée à ça. Donc elle a failli plusieurs fois faire d'autres rôles. Mais effectivement, on a l'impression que ce rôle était écrit pour elle, alors que bon, à la base, il n'était pas. Mais il était pour elle, surtout qu'elle venait un peu de cette région-là. En vrai, on a toujours pensé qu'elle était un peu sophistiquée, alors qu'elle venait vraiment des collines, de la campagne, oui, de la campagne. C'était la source de sa carrière, si j'ose dire. Exactement. Alors, il se trouve que ce film, ça commence par la fin. Au départ, c'est un roman, Michael Cohen. Oui, alors parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression d'avoir une carrière où j'ai tout le temps travaillé, mais il y a des moments où on ne travaille pas dans ce métier. Et il y a des moments, sans aucune raison, on ne nous appelle pas, on ne vient pas nous chercher, on ne vient plus nous chercher, ou des moments comme ça, des périodes, ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est très dur à vivre. Et donc, très tôt, je me suis dit, je ne vais jamais subir ces moments d'attente, je vais les remplir, ces moments d'attente. Et donc, très tôt, je me suis mis à écrire. Au début, pour le théâtre, et puis après, j'ai commencé à écrire des romans. Et donc, à chaque fois que j'ai eu des moments un peu de creux dans ma carrière, ou des moments où il se passait pas grand-chose, ou alors on me proposait des choses qui m'intéressaient pas, que j'avais pas forcément envie de faire, eh bien, je me suis mis à écrire. Et ça commence par la fin, a été mon premier roman. Écrit la nuit, souvent. Écrit pratiquement tout le temps la nuit, parce qu'en fait, j'adore écrire de, on va dire, les 23h à 6h du matin, quand je suis sûr que je vais pas être dérangé. Et alors, et en général, je vais me coucher quand je commence à entendre les oiseaux chanter. Mais il faut tenir le choc de travailler la nuit, c'est pas facile quand on a eu une journée de travail. Oui, alors en général, après je vais dormir quand même. Hein. Je le fais parce que je le peux, hein. Mais c'est une façon, parce que j'ai toujours peur quand je me mets à écrire d'être dérangé, d'être empêché, qu'on vienne m'appeler, qu'on sonne, etc. Et j'ai besoin d'être pratiquement sûr que rien ne va me déranger. Et puis tous vos romans ou pièces de théâtre ont un point commun, Michael Cohen, c'est le couple. Car c'est vraiment le sujet que vous traitez en observant beaucoup, car vous avez un côté éponge. Exactement. C'est vrai que c'est pas des autobiographies que j'écris, mais c'est des radiographies de mon existence et de ce que je vois, un peu de ce que je vis, mais de ce que j'observe, et j'observe beaucoup. J'adore la nuit, j'adore sortir dans les bars, et parce que je suis toujours assez lucide pour entendre et me rappeler de ce qu'on me dit. Et la nuit, les gens se dévoilent beaucoup, vous racontent beaucoup de choses. Et j'ai des tonnes et des tonnes de choses qu'on m'a dites et que j'ai besoin parfois de retranscrire, et qui pour moi est c'est une sorte de radioscopie de notre temps, de notre vie, et ce qui m'intéresse le plus, effectivement, ce sont les rapports humains, amoureux. Amoureux, ça peut être en amour comme en amitié d'ailleurs, mais c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est la plus grande énigme de nos vies, et c'est vraiment un sujet sur lequel on écrit, on écrira toujours de toute façon. Oui, et en traitant les sujets de façon à ce que tout le monde se reconnaisse dans vos histoires, Michael Cohen. J'essaye d'en donner un petit côté universel, mais après peut-être que tout le monde s'y reconnaît pas, mais en tous les cas, c'est vraiment pas des histoires nombrilistes. C'est vraiment, j'ai envie, par exemple sur ce film et ce roman, ça commence par la fin. C'est une histoire qui parle de la passion viscérale. Et bon, il y a des gens qui peuvent se sentir un peu éloignés de ce sujet parce qu'ils l'ont pas vécu, mais je sais que ceux qui ont vécu des passions comme ça m'ont tous dit, mais on a l'impression que vous parlez de nous, etc. Merci. Donc, si on peut, mettre des mots, des images, des émotions sur des choses que certaines personnes vivent, voilà, Alors, il se trouve qu'en plus, l'écriture, je crois, Michael Cohen, l'idée vous en est venue dès vos jeunes années, dès que vous avez commencé à être au Cours Florent, vous vous êtes dit, je vais pas aller chercher des rôles, je vais aller chercher des rôles, mais on viendra pas les chercher pour moi, donc écrivons. C'est ça, c'est ce que je vous disais en fait. Dès que je suis arrivé au Cours Florent, on était beaucoup, hein, mais comme dans toutes les écoles de théâtre, on est beaucoup. Et je me suis dit, mais qui va venir me chercher moi ? Pourquoi est-ce qu'on m'engagerait moi ? Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à écrire. Je savais pas que j'avais cette aptitude-là. Alors je lisais beaucoup de pièces de théâtre, mais encore une fois, j'étais pas très bon en école. Mais
très vite, j'ai compris que j'avais ce sens de l'observation, ce plaisir des dialogues et des situations, et je me suis mis à écrire des pièces de théâtre et puis après des romans. Alors, il y a eu effectivement Suicide, dont on a parlé, il y a eu Saloperie de merde, oui, un titre prédestiné. Saloperie de merde qui se passait dans un théâtre, c'était une pièce de théâtre qui tournait mal, avec une partie de l'équipe des Robins des Bois, Isabelle Nanty, qu'on a joué au Théâtre Trévise, qui était un vrai délire, mais très 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 drôle. Ouais. Alors, le Théâtre Trévise, d'ailleurs, c'est un monument du théâtre. Bien sûr. Je me souviens, dans les toilettes, il y a une affiche de Cyril Hanouna qui débute comme comédien pour un seul en scène dont personne n'a parlé. Moi, c'était bien avant qu'il existe, donc je n'ai pas vu cette affiche, mais c'est possible. Alors, il se trouve que quand vous écrivez ou quand vous jouez, ce sont des choses très très différentes, parce qu'il y a eu Les Abîmes que vous avez écrit. Les Abîmés, oui. Avec Julie Gaillet et Marine Delterme, c'est pas n'importe qui, parce que eux aussi ils n'étaient pas encore très connus. Et puis vous jouez aussi bien Molière, Tchekhov ou Marivaux. Oui, avec mes pièces, j'ai eu la chance effectivement de travailler avec des acteurs et des actrices qui m'ont fait confiance et qui aujourd'hui sont comment dire, très forts et très très puissants artistiquement. Donc il y avait Julie, Marine Delterme. Après, j'ai monté une autre pièce avec Stéphane Guillon et James Tiré, qui sont deux artistes que j'aime énormément. Et donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir alterner et pouvoir aussi faire du classique. Donc Tchekhov, c'était avec Isabelle Nanty, c'était La Mouette, qu'on a adapté ensemble. J'avais 21 ans, elle m'a donné une chance incroyable. On a adapté la pièce ensemble, on s'est fait traduire la pièce au mot à mot du russe au français, et puis on l'a adaptée, et puis elle l'a mis en scène, et elle m'a mis en scène dedans, où je jouais Tréplev, qui est pour moi le rôle peut-être le plus important de ma carrière, enfin le plus beau, le plus fort. C'est pour moi ma pièce préférée, La Mouette. D'ailleurs, je rêve de jouer Trigorine maintenant, celui qui est un peu plus âgé. Et c'est une chance énorme. Et voilà, de pouvoir alterner entre... C'est bien de revenir à la source des classiques, en tout cas. Parce qu'effectivement, j'ai fait Molière, j'ai fait Marivaux avec Gildas Bourdet, Gérard Dessart et Daniel Lebrun, où je jouais déjà un jeune Dorante, mais c'est pas exactement le même Dorante que le bourgeois. Et c'est vrai que comment dire, on est façonné par ces grands auteurs, ils nous remplissent, et puis ils nous aident après pour travailler sur des textes peut-être un peu plus légers ou un peu moins aboutis. Ils nous remplissent pour la suite. Et vous avez aussi joué, Michael Cohen, des classiques du boulevard, à commencer par Croque-Monsieur de Marcel Mitois, où Jacqueline Maillan a débuté. J'ai eu cette chance-là, donc mis en scène par mon ami Thierry Cliffat, que j'avais rencontré à l'école, et surtout il m'a donné la chance de jouer sur scène avec la grande Fanny Ardant, et qui justement n'est pas assez snob pour refuser de reprendre un rôle de Jacqueline Maillan du boulevard. Et justement, on pense aussi que Fanny est une actrice qui fait que des films d'auteur et tout. Au contraire, elle est très drôle, elle adore faire rire, et elle s'est emparée de ce rôle avec brio. Et moi, tous les soirs, je devais lui dire que je l'aimais, l'embrasser sur scène, et tous les soirs, j'ai vécu un rêve absolu avec Fanny. Et cette pièce, on peut la voir, elle a été filmée et tout ça, c'est un vrai beau divertissement. Oui, et d'ailleurs, Croque-Monsieur, au départ, c'est une pièce de Marcel Mitois, qui était journaliste à Jour de France. Il écrit cette pièce, tout le monde la refuse, tous les comédiens la refusent. On dit, il y a Jacqueline Maillan qui débute, ça marchera jamais. Il a engagé Jacqueline Maillan pour quelques jours, avec François Perrier qui était sur scène. Ça a été le début de sa carrière. C'est extraordinaire. Mais vous voyez que toutes ces pièces-là au Théâtre ce soir, là, de théâtre dit de boulevard, beaucoup sont reprises aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que l'écriture, elle est beaucoup plus profonde et plus forte que ce qu'on pouvait imaginer, ou de l'image qu'on pouvait avoir de ces pièces. C'est une écriture qui est souvent très féministe avant l'heure, en plus. Et puis, il y a un rôle qui vous a marqué aussi, c'est Yves Montand, dans Bungalow 21. Et ça, pour vous, c'est pas une consécration, mais c'est quelque chose de très important, Michael Cohen. Oui, j'ai eu cette chance-là, donc il y a 2 ans, d'incarner Yves Montand, mis en scène par Jérémy Lippmann et avec les sœurs Seigné. Pour moi, c'est un des plus grands artistes français, chanteur, acteur, homme politique, qui a vécu une vie incroyable. Et c'est vrai que quand on m'a proposé le rôle, j'ai eu un peu peur, parce que je voulais pas le singer, je voulais pas l'imiter, mais je voulais l'incarner vraiment. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, je crois. Et j'y pense tout le temps. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti. Je peux pas aller le voir parce que pour moi, c'est moi, quoi. Et il est très, il est très important
dans ma vie. Il faisait un numéro de cabot, ça on le sait, je l'ai interviewé plusieurs fois. Oui. En même temps, il était très, très humain. C'est-à-dire que quand il tourne Clair de Femme, il ne veut pas annoncer sa rentrée à l'Olympia. Je suis resté 8 heures sur le plateau. Et à la fin, il dit, bon, t'es là depuis 8 heures, gamin, mon petit, il disait, je te donne le scoop. Ah oui. Mais il était beaucoup plus humain qu'on le dit. Bon, avec Simone Signoret, c'était toujours des rapports un peu compliqués. Oui, enfin, un peu compliqués, ils ont vécu 40 ans ensemble. Oui, là, ils faisaient un numéro de cabot tous les deux, lorsqu'ils étaient tous les deux. Oui. Mais c'était quelqu'un de très étonnant. Et puis un grand travailleur, parce que vous l'avez vu travailler sur le plateau, enfin, c'est quelqu'un qui répétait, qui avait un sens. C'était un autodidacte, c'est quelqu'un qui n'était pas fait pour faire ce métier. Il chantait faux, il jouait mal, il n'avait pas forcément, ça passait pas forcément dans ses premiers films, il n'y avait pas forcément le coup de cœur entre la caméra et lui. Et c'est quelqu'un qui a travaillé, qui s'est forgé, qui est devenu montant par la force du travail. Oui, Piaf, quand elle l'a rencontré pour la première fois, elle l'a appelé le comique à pointe d'ail. Donc, Et après, non seulement il travaillait, mais il y a une chose qu'on sait peu. Quand il a fait l'Olympia en 81, 2 ans avant, il appelle Paulette Cocatrix en disant « Je vais venir tous les matins à 9h pendant 6 mois répéter incognito sur la scène ». Et il l'a fait. Oui, non, c'est ça. Mais tous les gens, parce que pour le coup, Emmanuel Béard qui avait travaillé avec lui, et puis j'ai beaucoup de gens de mon entourage qui l'ont connu et qui m'ont parlé de lui. Et c'est vrai que c'était vraiment ce qui revenait tout le temps, sa mauvaise foi, etc., ses colères, mais jamais méchant, mais surtout son perfectionnisme. Quelqu'un qui m'avait dit qu'au début, comme il n'avait pas le sens du rythme, il avait un interrupteur de lampe et dans sa poche pour faire son rythme, qu'il appuyait à droite, à gauche, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui s'est vraiment, qui s'est construit, qui s'est créé lui-même, quoi, par la force du travail. Et c'est un bon exemple pour beaucoup. Hein. Et vous travaillez aussi beaucoup, on va l'évoquer à travers une autre date, le 3 octobre 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Michael Cohen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michael Cohen. Après l'évocation de votre parcours qui est quand même assez extraordinaire, parce que vous faites beaucoup de choses, vous continuez. Depuis le 3 octobre 2025, vous êtes au Théâtre Antoine, dans Le Bourgeois Gentilhomme, où vous donnez la réplique à votre copain du cours Florent, qui est Jean-Paul Rouve. Et ça, c'est une autre aventure. Oui, c'est une aventure extraordinaire, parce qu'on a, voilà, la pièce a commencé et on vit quelque chose. Je dois vous dire, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie, j'ai eu beaucoup de premières, je crois que j'ai rarement vu un tel engouement de la part du public, qui est debout à chaque fois, qui rit aux larmes, et les réactions après où les gens viennent nous voir en disant mais en fait on sort électrisé de votre spectacle, ça fait tellement de bien. C'est vrai que Jean-Paul Rouve et Jérémy avaient le désir de faire Jérémy Lippmann, avait le désir de faire un vrai divertissement où on parlait le plus naturel possible sans changer une ligne de Molière. On a resserré quelques passages, mais on change vraiment rien. Et c'est vrai que on a réussi, je crois, tous ensemble. On est une troupe de 14 acteurs, danseurs, chanteurs merveilleuses. Et je pense qu'on a réussi à donner, à voir Le Bourgeois Gentilhomme comme il a dû être plus ou moins écrit. Et c'est un vrai divertissement accessible à tous. On comprend tout ce qui se passe. Ce qui est fou, c'est que les gens rigolent sur parfois des subtilités. On se dit, mais ça veut dire qu'ils comprennent vraiment tout. Parce que parfois, quand on voit des classiques, on a un petit peu de distance, ou encore plus aujourd'hui où les jeunes lisent moins, vont moins au théâtre, ils sont plus sur les écrans, mais en fait ils comprennent tout et tout leur parvient. Et donc, du coup, on a un échange avec le public extraordinaire. Donc, c'est un vrai beau divertissement. Je vous encourage tous à venir. Voilà. Oui, et en plus, le ton est moderne parce que, justement, c'est Molière, mais dans sa splendeur du passé à aujourd'hui. Exactement. En fait, on joue Molière dans un beau décor, avec des beaux costumes, avec la langue de Molière, la fameuse langue de Molière. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a quelques jours en disant, en fait, c'est Molière sans la poussière. J'ai bien aimé cette expression. En fait, voilà, c'est Molière sans la poussière. Et puis, on ne peut pas jouer Molière comme à l'époque, on ne peut pas le jouer aussi comme à vos débuts au cours Florent, car le théâtre a évolué depuis vos débuts, Michael Cohen. Oui, il a évoqué, mais je vous avoue que moi, dès le début, par exemple, au cours Florent, par exemple avec Jean-Paul et d'autres, on faisait des scènes de Molière, on faisait des scènes du Misanthrope, et on le jouait déjà comme ça, on jouait comme on joue aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, Isabelle Nanty nous amenait toujours à parler vrai, c'est votre slogan, mais à parler vrai. Et Molière, quand on jouait le Misanthrope, qu'est-ce donc qu'avez-vous laissé moi, je vous prie, mais encore, dites-moi quel bizarre, laissez-moi là, vous dites, j'ai couru vous cacher, mais on entend les gens, au moins, sans se cacher. Enfin,
on essaye, depuis le cours Florent, on essaye de jouer le théâtre comme on parle dans la vie. Et on oublie parfois que cette pièce est une commande du roi Soleil, de Louis XIV, parce qu'il devait recevoir un ambassadeur turc. Exactement. Il a envoyé son sbire, donc furieux, pour se venger, il a fait écrire cette pièce par Molière. Exactement, et la turquerie dans la pièce de Molière est à mourir de rire, et effectivement, c'était une petite vengeance du roi Soleil, mais bon, ça reste très mignon quand même. C'est encourageant ce succès, parce qu'on dit que le théâtre classique n'intéresse plus les jeunes, il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, et je dois quand même aussi saluer notre producteur Jean-Marc Dumontet, qui a pris le risque de monter un spectacle dans un théâtre privé avec, encore une fois, 14 personnes sur scène, avec des décors et des costumes magnifiques. Donc il nous a donné les moyens qu'on peut avoir dans le théâtre public, qu'on n'a plus vraiment dans le théâtre privé. Et c'est assez exceptionnel. Et vraiment, à la fin, quand on est tous alignés pour les saluts, les gens, ils nous comptent, ils se disent, mais pas possible qu'il y ait autant de monde dans un théâtre privé. Et c'est vrai qu'on offre un véritable et beau divertissement au public. Oui. Et puis vous retrouvez le théâtre de vos débuts ? Oui, je dois vous avouer que c'est pas sans émotion que j'y retourne. Je rêvais de retourner dans ce théâtre. Et c'est un peu une boucle, un cycle comme ça. J'ai joué dans des très beaux théâtres à Paris. Je crois que c'est quand même mon préféré, et parce que j'ai un lien particulier. Et vous savez, dans ce théâtre, il est passé Louis Jouvet, Camus, Sartre, enfin, vous savez, hein, les Guitry. C'est un théâtre qui est habité encore par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont plus là. Et moi, je me souviens, Daniel Darès, le directeur du théâtre, m'avait un jour montré une fenêtre où Marie Marquet était là tous les jours. Marie Marquet, qui était une grande comédienne de l'avant-guerre, qui a eu un enfant de Firmin Gémier, et qui ensuite a terminé sa carrière en disant des poésies dans un restaurant-boulangerie près de la place de la Concorde. Ça peut nous arriver à tous. Hein, oui, ça. Mais en même temps, elle voulait continuer jusqu'au bout. C'est-à-dire que le théâtre est quelque chose dont on ne se sépare jamais. Non, c'est sûr. Alors, il se trouve aussi que cette pièce, c'est une partie de vos activités, parce que vous faites en même temps de la télévision, c'est-à-dire qu'il y a quand même le bar de la comète avec Tout pour la lumière. Tout à fait, c'est une série... Qu'est-ce que c'est que cette aventure ? C'est une série qui parle de jeunes artistes en devenir dans une académie de spectacle, et c'est vraiment... pour cette raison que j'ai accepté, que j'ai voulu faire cette série, parce que j'aime tout ce qui amène à la transmission. Voilà, j'ai adoré plus jeune un film, et après une série comme Fame, par exemple, qui m'a beaucoup boosté et donné envie de faire aussi ce métier. Et j'adore tout ce qui a un rapport avec la transmission. Et là, donc je me retrouve dans cette série qui est produite à la fois par Netflix et TF1, et qui se passe dans le Studio Lumière. Ce sont des jeunes gens qui veulent devenir des artistes et trouver la lumière. Et moi, je joue le patron du café en face, où ils se retrouvent tous, et voilà. Et c'est une grande pièce de théâtre, on va dire, mais c'est très plaisant, avec des jeunes artistes merveilleux qui chantent, qui dansent, qui jouent, qui sont extraordinaires. Mais en même temps, c'est un vieux principe de télévision. Violetta a marché dans le monde entier, qui était quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu ce feuilleton qui était le même principe. Ouais. Et l'héroïne, qui s'appelait Martina Stossel, a continué une carrière de chanteuse, et son disque a reçu 800 millions d'écoutes dans le monde entier. C'est beau. Alors moi, je ne chante pas dedans, mais je sers des verres et des cafés, et j'encourage les jeunes élèves et mes enfants, parce que j'ai des enfants qui sont aussi là, je les encourage à trouver leur voie. Et en même temps, pour vous, c'est un rappel du passé, parce que cette situation, vous l'avez connue à vos débuts, Michael Cohen. Totalement. Et je suis, comment dire... J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un que vous avez dû très bien connaître, qui s'appelle Jean-Claude Brialy. Oui. Et Jean-Claude Brialy disait toujours, il faut toujours laisser la porte ouverte à la jeunesse, et toujours leur dire, leur expliquer, ou les écouter quand ils viennent vous demander quelque chose, ou un conseil, etc. Et on a tendance à oublier ça un peu en vieillissant, quand on fait ce métier. Et moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que voilà, il faut ouvrir la porte à la jeunesse, parce que d'abord, on peut leur apporter des choses, mais eux aussi nous apportent des choses. Et c'est un cercle vertueux. Et puis, il était l'un des rares à rendre hommage à des comédiens et des comédiennes. Je me souviens de la soirée qu'il a organisée pour l'anniversaire de Daniel Darieux, ses 70 ans de carrière. Personne n'aurait osé faire ça. Oui. C'est un véritable amoureux des actrices.
et des acteurs, mais avant tout des actrices. Exactement. Et il les défendait, il les connaissait par cœur, même si quelquefois il racontait un peu n'importe quoi, mais ça faisait partie du jeu. C'est la légende. Alors, il se trouve que ça, effectivement, il y a ce feuilleton à la Ciotat en plus. Oui, Donc, Ciotat et Marseille. Mais comment on fait par Marseille Non, mais justement, la chance, c'est que c'est un tournage qui ne dure que 4 mois. C'est pas un tournage sur toute l'année, parce que sinon, j'aurais pas pu le faire. Et donc, c'est un tournage qui se tourne que pendant 4 mois, qui se passe pendant un stage qui dure 4 mois. Et donc ça permet de faire à côté du théâtre et d'autres choses. Parce que je pourrais jamais renoncer au théâtre et donc je pourrais jamais être sur une série qui dure toute l'année, par exemple, sachant que je peux pas être au théâtre, c'est impossible. Et Michael Cohen, je crois qu'on vous connaît aussi, et ça vous a rendu très populaire avec Master Crime. Ah oui. Sur TF1. Là, il y a une 3e saison. Il y a une 3e saison qui va arriver fin octobre ou début novembre. J'ai pas encore les dates. Et c'est un vrai plaisir de partager cette série avec notamment Muriel Robin, qui est pour moi une très très grande actrice. J'allais dire méconnue, tout le monde la connaît, mais en tant qu'actrice, je pense qu'elle n'a pas fini de vous étonner. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure ? En acceptant la proposition. Et là, c'est un univers très différent, puisque c'est un univers de policier. Et en plus, vous avez tourné à la Sorbonne. Oui, on tourne on tourne dans des endroits magnifiques. On tourne on a tourné sur le parvis de la Défense. On tourne dans des endroits assez extraordinaires. Et c'est un univers. Encore une fois, il est question de transmission parce qu'elle est professeure en criminologie, donc elle est avec des jeunes élèves. Moi, je suis un médecin légiste qui l'accompagne, qui la suit dans les enquêtes, etc. Avec Anne Menen. Et c'est un univers, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de comédie, c'est des très bonnes enquêtes, très bien écrites, mais il y a beaucoup de comédie et on se prend pas au sérieux. Et à chaque fois, vous imprégnez des personnages, que ce soit pour Monton ou pour n'importe quel rôle, vous vivez vraiment le personnage, ce qui n'est pas si courant, Michael Cohen. Ah, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin que ça sonne vrai. On dit souvent que les acteurs sont des menteurs. Moi, je pense que les acteurs sont des personnes qui parlent encore plus vrai. D'ailleurs, je déteste le mensonge, je déteste mentir dans la vie. Et quand je joue, je ne veux pas mentir, je veux être le plus connecté à la vérité possible. C'est pas toujours évident, mais en tout cas le plus possible. Quand on voit votre palmarès, bon, je sais qu'il y a eu une nomination Molière, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a eu aussi un prix d'interprétation masculine à Luchon. Ça aussi, c'est un prix pour quelque chose qui vous tenait à cœur. Pour un film qu'on a fait pour la télé, qui est vraiment quelque chose qui a été très important, qui s'appelle Sa raison d'être, et qui racontait toute l'arrivée du sida dans les années 80, à travers mon personnage, et à travers des événements marquants de la vie française, politique. C'est un grand film en 2 épisodes, avec des acteurs, par exemple Clémentine Célarié, Nicolas Gob, Bérénice Bejo. C'est un film que je vous encourage à voir. C'est un grand film, Sa raison d'être, oui. Et puis en même temps, c'est un film, vous qui parlez de transmission, qui permettait de retrouver les événements du XXe siècle, qu'on oublie forcément. Exactement. Et oui, de voir ces choses, ces événements qui ont été tellement... nous, pour notre génération, qui nous ont tellement marqués. Maintenant, la jeune génération, elle est un peu moins au fait de ça, mais et puis tant mieux pour eux, hein. Et puis ils ont d'autres problèmes, mais c'est vrai que c'est bien c'est comme des livres d'histoire, quoi. On a besoin de savoir d'où on vient, quand même. Ouais. Et puis il y a quelqu'un qui a été la première à croire en vous et qui vous a encouragé, c'est Catherine Deneuve. Oui. Catherine Deneuve, comme je vous disais, moi j'étais fan déjà dès 10 ans de Truffaut, et par exemple La Sirène du Mississippi, j'avais dû le voir 10 fois, le dernier Métro, Tu es belle, si belle que te regarder est une souffrance. Hier, tu disais que c'était une joie, une souffrance. Enfin, et donc voilà. Et à 15-16 ans, j'ai écrit un court-métrage que j'ai réussi à donner à Catherine Deneuve. En courant dans la rue. En courant après sa voiture. Et puis... Alors, en fait, non, mais c'est intéressant. Elle faisait une masterclass, je crois. Oui, au Cours Florent. Cours Florent. Et vous l'avez rattrapée dans la rue. C'est-à-dire que j'étais avec mon ami Thierry Cliffat et on était tellement fan d'elle qu'on l'a suivie un peu en voiture et un feu rouge. Elle s'est arrêtée, je me suis arrêté, j'ai tapé à la fenêtre, j'ai dit excusez-moi, mais j'ai un court-métrage, tout ça en tremblant, bien sûr. Et puis voilà, et puis je me suis dit voilà, j'ai fait ça, j'étais déjà heureux de l'avoir transmis. Et puis, un mois plus tard, j'ai reçu un message sur mon répondeur. À l'époque, on avait les répondeurs à la maison et qui disait bonjour, c'est Catherine Deneuve, j'ai lu votre court-métrage. Ça m'a beaucoup plu, je trouvais ça très, très marrant. Mais moi, je sais pas ce que je peux faire pour vous aider, mais allez voir mon agent de ma part. Et je suis allé voir son agent à l'époque, c'était Serge Rousseau,
qui m'a donné des conseils. Bon, j'ai pas fait le film, mais rien que le fait qu'elle m'encourage, m'autorise, lise, pour moi, c'était une façon de me dire vas-y petit, t'as quelque chose à faire. Et vous avez fait, avec le recul, Michael Cohen, vous mesurez tout ce que vous avez déjà fait? Non, parce que comme je vous disais, je regarde pas en arrière. Le plus loin où je regarde, en général, c'est le matin. Et je regarde vraiment pas en arrière. Mais en parlant avec vous, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre ou d'autres vies. J'ai vraiment l'impression que tout commence demain, toujours, que tout est encore à faire. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Mais je me dis que voilà, tout est encore à faire. J'en suis certain. Et en plus, celles et ceux qui vont avoir beaucoup de chance et ceux vont venir vous voir au Théâtre Antoine dans ce Bourgeois Gentilhomme avec Jean-Paul Rouve, qui est promis un grand succès et mérité. Et puis vous faites tellement de choses que quand il y aura d'autres occasions, vous ne manquerez pas de revenir dans les Clés d'une vie pour les raconter. Avec grand plaisir. Merci. Michael Cohen. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.